Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys. Tout d'abord, un grand merci à vous pour vos retours sous notre dernière vidéo. On va bientôt atteindre les 50 000 abonnés et tout ça c'est grâce à vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher votre petit pouce bleu des familles. On vous réserve une belle surprise une fois ce cap atteint et on a hâte de vous le dévoiler. Si vous aimez Archeo Toys, c'est peut-être parce que vous êtes collectionneur, et que vous aussi vous chassez les raretés sur internet ou en brocante. Quand il y a des brocantes. Mais qui dit objet de collection, dit également contrefaçon. Si le monde de l'art est régulièrement victime des imitateurs, les bibeloteurs que nous sommes sont loin d'être à l'abri. À l'heure d'AliExpress et de Wish, les chinoiseries n'ont jamais été aussi nombreuses, même s'il est souvent facile de faire la différence à l'œil nu. Pour autant, aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler de 3 faussaires particulièrement talentueux qui ont défrayé la chronique. 3 drôles d'histoires qui, je l'espère, vous permettront d'être un peu plus méfiants face aux trop belles affaires. Et on démarre avec une histoire de numismate. Si ces 30 dernières années, la collection de timbres est quelque peu tombée en désuétude, pendant plus d'un siècle et demi, ces petits morceaux de papier coloré ont connu des records de prix et d'intérêt de la part du public. La fausse monnaie c'est dangereux et ça peut coûter cher, mais qu'en est-il des faux timbres, qui plus est quand ils n'ont plus cours? C'est en Toscane que celui que l'on appelle encore Giovanni de Sperati voit le jour en 1884, d'un père comptable et d'une mère marchande de timbres de collection. L'entreprise, nommée la Borsa Filatelica Toscana, fait déjà travailler ses 2 frères, et a la particularité de ne vendre que des faux. Giovanni fait donc son apprentissage auprès d'un cousin papetier, qui l'initie à la science des trames, mais une perquisition de la police pousse la famille Desperati à déménager à de nombreuses reprises avant d'émigrer à Paris. Déjà engagé dans la petite affaire familiale, il en devient un véritable maître. Sa philatélie d'art, comme il nomme son activité, utilise principalement la phototypie. À l'aide d'une encre grasse et de gélatine sur une plaque de verre, il parvient à reproduire autant l'image que la taille et la forme. Pour renforcer son effet, il utilise même des papiers authentiques, repris de bords de feuilles, et recycle parfois de vrais timbres de faible valeur. Sa véritable carrière démarre lorsqu'un marchand peu scrupuleux lui commande une reproduction d'un timbre rare de la Côte d'Or britannique, et le fait parvenir à un expert berlinois qui le renvoie en le déclarant authentique. À partir de cette expérience, De Sperati créera de faux timbres classiques à forte cote que ses commanditaires revendront en trompant les experts des maisons d'enchères du monde entier. La Seconde Guerre mondiale lui assurera un surcroît de commandes, ses clients achetant des timbres de forte valeur, plus faciles à cacher que l'or ou les pierres précieuses. Mais De Sperati est contraint de révéler le poteau rose lorsque l'un de ses colis est saisi par la douane française. Les croyant authentiques, l'administration l'accuse de ne pas avoir déclaré leur valeur réelle et tente de le faire condamner pour fraude fiscale. Giovanni va tenter de se défendre en avant la mascarade, mais ses créations sont trop bien réussies. Forcément, personne ne le croit. Les enquêteurs feront même appel au célèbre criminologue lyonnais Edmond Locard, fondateur de la police scientifique, qui certifie l'authenticité des timbres et évalue le colis à 223 400 francs, encore plus que ce que croyaient les douanes. Et pour éviter la ruine que lui causerait l'amende douanière, Desperati est donc obligé de faire une démonstration en live de ses qualités de faussaire. Le tribunal est forcé de l'acquitter pour l'accusation de fraude fiscale et il s'en tire avec une amende pour avoir gêné le travail des douaniers. La chambre syndicale des négociants en timbre-poste l'attaquera après-guerre pour production de faux timbres de collection et il sera condamné pour escroquerie à 2 ans de prison, peine dont il sera exempté du fait de son grand âge. Aujourd'hui, les créations de Jean de Sperati sont devenues des objets de collection à part entière et vendus sur le marché philatélique en toute connaissance de cause. Notre deuxième histoire nous plonge dans un tout autre univers, celui des collectionneurs de grands vins. Né en 1976 en Indonésie de parents chinois, Rudy Kurnawan entre aux États-Unis à la fin des années 90 pour suivre ses études à l'Université de Californie. Et il n'a pas 25 ans lorsqu'il intègre le milieu très sélect des collectionneurs de vins d'exception en se faisant passer pour un mystérieux et riche héritier. En effet, il se fait très vite remarquer des spécialistes américains en écumant les salles de vente aux enchères de New York et de Los Angeles. Sa spécialité, les vins français les plus recherchés et les plus chers. Pour rafler la mise, sa technique est simple. Il garde le bras levé quel que soit le montant de l'enchère jusqu'à ce que le marteau du commissaire-priseur lui donne le dernier mot. Son amour pour les vins anciens et plus particulièrement pour le Romanée Conti lui vaut même le surnom de Dr Conti. Rudy va donc se constituer très vite une des plus prestigieuses caves du monde avec pas moins de 50 000 bouteilles. Dynamisé par ses achats, le marché des grands vins de Bourgogne atteint des sommets, avec plus de 13 000 $ pour une seule bouteille de Château Latache 62, 4 fois sa cote à l'époque.
Ces bouteilles, il n'hésite pas à les ouvrir et à les partager avec la crème de la jet set des œnologues. Le jeune sino-indonésien va se révéler avoir une mémoire et un palais hors du commun et devient rapidement un expert en grand cru. Son carnet d'adresses bien rempli, il se lance alors dans une série de ventes aux enchères pour, dit-il, faire de la place. En janvier 2006, 4289 bouteilles sont vendues lors d'une première vente aux enchères baptisée La Cave, puis ce sont près de 7970 flacons qui trouvent preneur quelques mois plus tard. Le tout pour la modique somme de 35 millions de dollars, un record mondial de vente de vin. Il s'y échange entre autres une douzaine de bouteilles de Château Mouton Rothschild 45 à 150 000 dollars pièce, des Chambol Musigny, des Patriarches, des Château Pétrus par dizaines. Mais les soupçons commencent à se faire nombreux, certains riches acheteurs s'avérant déçus par le nectar acheté à vil prix. Le premier vrai coup dur viendra de France, plus précisément de Bourgogne, quand en 2009, Laurent Ponceau, propriétaire du domaine Clos Saint-Denis, apprend que Rudy s'apprête à vendre un lot d'une centaine de bouteilles millésimées de 45 à 71. Problème, son domaine n'a été créé qu'en 82. Prévenu, le vigneron prend l'avion pour New York et s'invite à la vente qu'il fait annuler Manu Militari et se lance dans une vaste enquête personnelle à travers le monde. Les bouteilles vendues par Rudy réussissent à passer les tests chimiques, mais ne sont pas exemptes d'incohérences. Le 8 mars 2012, le FBI arrête Rudy dans la banlieue de Los Angeles. La perquisition de son domicile met à jour un véritable laboratoire de production de vieux millésimes. Pour cela, le jeune homme s'est servi de son palais exceptionnel pour reproduire le goût des vins en mélangeant différentes bouteilles moins coûteuses. Lors de ses dégustations, il mettait un point d'honneur à récupérer les bouteilles vides, ce qui lui permettait de les recycler et surtout de prélever les dépôts afin de déjouer les analyses chimiques. Les enquêteurs trouvent des centaines de fausses étiquettes, des douzaines de tampons marqués du nom de vignoble, de vieilles capsules, des faux cachets de cire, bref, le kit parfait du vigneron faussaire. 2 ans plus tard, le docteur Conti est condamné à une peine de 10 ans de prison et doit payer près de 29 millions de dollars de dédommagement à 7 de ses victimes. Libérable en 2021, Rudy devrait être expulsé vers son pays d'origine à sa sortie de prison. On va donc finir avec l'affaire Toy Tony qui a fait trembler les collectionneurs de Star Wars au début des années 2010. Pas besoin de vous rappeler à quel point les jouets Dark Vador, Luke ou Chewie sont devenus cultes au fil des années, et forcément les prix s'envolent régulièrement. Si c'est la marque Kenner qui commercialisait la gamme Star Wars dans son pays d'origine, de nombreux distributeurs locaux ont pris les choses en main pour le reste du monde. On peut citer Meccano en France, Lily Ledy au Mexique, et surtout Palitoy et Clipper en Grande-Bretagne. Le succès est alors total, des millions de vaisseaux et de figurines sont vendus sur les 5 continents. Mais un an après la sortie du Retour du Jedi, qui clôt la saga, les jouets Star Wars quittent les magasins de jouets et deviennent peu à peu des objets de collection. Les plus chanceux feront le plein lorsqu'ils seront soldés, chez Tati notamment. Mais la grande majorité des gens se désintéressent de la licence et passent tout simplement à autre chose. L'annonce d'une suite au milieu des années 90 provoque une certaine effervescence chez ceux qui n'étaient que des enfants 15 ans plus tôt. Ils ont grandi, ont maintenant un compte en banque et entendent bien retrouver les jouets qui les avaient tant fait vibrer. Nous sommes alors au début de l'ère d'Internet. eBazaar, l'ancêtre d'eBay, les forums et bien sûr les boutiques spécialisées font figure d'Eldorado. Évidemment, les modèles les plus recherchés sont ceux en parfait état, si possible en blister, neufs comme au premier jour. La demande augmentant, les prix s'envolent et les belles pièces deviennent de plus en plus rares. Mais dans la jungle des revendeurs, un spécialiste du vieux jouet fait figure d'exception. Auteur d'un livre sur les jouets anciens, il parvient à proposer toujours plus de blisters rares. Connu sous le nom de Toy Tony, cet Anglais vend à tour de bras des blisters signés par Palitoy, et se fait un nom dans ce petit milieu. Les organismes de certification donnent régulièrement les notes les plus hautes à ces figurines en parfait état, qui semblent tout droit sorties de l'usine, malgré leurs 30 ans bien sonnés. Adoubé par le milieu, Toy Tony peut donc se permettre d'augmenter ses prix et d'exploser sa marge. La vérité éclatera grâce à un petit groupe de collectionneurs mené par un internaute répondant au pseudonyme de Mr. Palitoy. Collectionneur depuis de nombreuses années, lui et ses amis sont intrigués de voir toujours les mêmes petits défauts sur les blisters vendus par Toy Tony, détails qu'ils ne retrouvent pas sur les leurs achetés bien avant ces ventes massives. Rapidement, les forumers cherchent à lister ces anomalies. La vérité finit par éclater. Au milieu des années 90, Toy Tony a mis la main sur un énorme lot de cardbacks et de bulles de blister, mis au rebut par les distributeurs anglais. Ils se procurent des milliers de figurines en bon état et les recèlent à l'aide d'un fer à repasser. Panique chez les organismes d'expertise qui n'hésitent pas à répertorier tous les jouets douteux de leur base de données. Rien n'est faux, mais rien n'est vrai non plus. Entre 8 et 15 000 figurines auraient été vendues aux 4 coins du monde en quelques années.
Toy Tony est obligé de fermer boutique, mais curieusement, il ne sera jamais embêté par la justice. Et ces vraies fausses figurines en blister, surtout celles certifiées par la prestigieuse agence AFA, deviendront même des objets de collection à part entière, augmentant encore leur prix. Vu le nombre de figurines vendues, vous avez peut-être vous aussi un Toy Tony, sans le savoir, dans votre collection. Si ces histoires peuvent nous apprendre quelque chose, c'est que ces objets rares et chers peuvent difficilement inonder le marché d'un seul coup. Et c'est à nous les acheteurs d'être méfiants, et d'être le plus transparent possible quand à notre tour on cède une belle pièce. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous souhaitez nous aider, eh bien le plus important pour le moment, c'est de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, nous sommes à quelques centaines du cap des 50 000, ce qui devrait me permettre de vous révéler quelques infos croustillantes qui, je l'espère, vous feront autant vibrer que moi. Si vous le pouvez, il y a également le Tipeee, il y a le Utip, et puis j'avais bien envie de vous parler d'une petite chaîne YouTube que j'aime beaucoup. Il s'agit de mon copain Chipo, qui réalise de sublimes courts-métrages de SF breton, le tout sur un smartphone. Vraiment, allez jetez un coup d'œil, ça vaut le coup. Bref, on se retrouve très vite, et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants.